Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de Si c'est pour la culture, on a déjà donné nos badas du mercredi qui me donnent l'occasion de recevoir Jacques Transo. Jacques Transo, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste et vous êtes l'un des fondateurs d'une source d'information assez particulière qui s'appelle Médiacité. Avec vous, nous parlerons de Médiacité et nous parlerons aussi de ce qui fait pendant aux États généraux de l'information, qui est une réunion de journalistes, je dirais, hors toute espèce de cadre institutionnel et dont vous nous direz quel est le but et quels sont, au moment où nous enregistrons, c'est-à-dire à la fin de 2023, quelles sont les avancées. Mais alors, un mot d'abord de vous-même, Jacques Transo. Vous êtes un nordiste. Et oui, je suis un ch'ti, comme on dit, né il y a 57 ans déjà à Armentières, à côté de Lille. Puis j'ai suivi mes études à Paris, comme beaucoup, et je n'ai plus jamais quitté la capitale. Et après avoir fait Sciences Po, vous êtes allé directement dans la presse ou vous avez fait une école spécialisée ? J'ai un parcours classique, peut-être un peu trop classique, parce que trop homogène pour cette profession. Sciences Po à Paris et l'école de journalisme, le CFJ, à Paris également. Et peut-être trop homogène parce que nous autres journalistes sommes censés représenter la société et notre homogénéité sociale pose question. Oui, pas seulement homogénéité sociale, peut-être aussi homogénéité de formation. Et pendant toutes les années où vous avez été en poste dans divers journaux, vous avez été à La Croix, vous avez été à Liaison Sociale, vous avez été aux Échos, puis vous avez été, peut-être c'est votre poste le plus long, c'était à l'Express. Comment est-ce que vous avez vu évoluer le recrutement des journalistes ? Alors le recrutement, c'est en quelque sorte professionnalisé. Et ça pourrait vous sembler positif, mais j'y mets tout de suite un bémol. La professionnalisation a pris le pli d'études en école de journalisme. Donc de plus en plus de journalistes sont maintenant diplômés d'une école de journalisme, ce qui renforce l'homogénéité de formation dont on parlait. Si vous voulez, il faudrait que les journalistes continuent de venir de ruisseaux multiples. Or, ils viennent de plus en plus de Sciences Po, pour beaucoup, ou d'études littéraires. Il y a très peu de journalistes qui ont une formation scientifique, ce qui pose problème. Il y a très peu de journalistes qui n'ont pas grandi et évolué dans des grandes agglomérations. C'est un changement, je dirais pas une révolution, mais c'est un changement copernicien, parce que j'ai une vingtaine d'années de plus que vous, bien tassé. Je suis rentré dans la presse assez tard, mais j'ai vu les dernières années et les derniers effets d'une presse dans laquelle il y avait tout le monde, c'est-à-dire il y avait des normaliens agrégés et il y avait d'anciens videurs de boîtes, il y avait, quand j'étais rédacteur en chef de la culture à l'Express, mon adjoint était un ancien clown, etc. Et j'ai moi-même embauché un coursier du journal qui écrivait dans un fanzine sur des musiques comme le rail, etc. J'ai d'ailleurs dans le même temps pris comme pigiste celui qui venait d'entrer premier à l'école normale supérieure. Cette époque de ceux qui s'appelaient eux-mêmes les flâneurs salariés est irrémédiablement derrière nous. Est-ce que ça a d'autres conséquences dans votre esprit que cette homogénéité, ou plutôt est-ce que cette homogénéité a des conséquences sur les sujets et sur les contenus qui sont proposés et abordés dans les rédactions ? Bien sûr, et c'est bien là qu'est le problème. C'est-à-dire que quand on a quand on a reçu le même type de formation, quand on a croisé les mêmes milieux, on a un mode de pensée qui se ressemble et on a les mêmes réflexes. Déjà, la profession est caractérisée par une sorte de mimétisme, c'est-à-dire qu'on se copie les uns les autres, on s'observe, on a peur du ratage. Ça, c'est ancien. C'est ancien, mais ça perdure. Et donc, c'est renforcé par le fait qu'on a les mêmes réflexes, on a la même formation, on a donc la même lecture du monde. Et ça nous est reproché. Le fameux politiquement correct, la fameuse connivence que les Français nous reprochent, elle est réelle. Et donc ça pose un profond problème de diversité. Et donc cette profession n'a pas encore fait sa mue et n'a pas encore trouvé les moyens de mieux représenter le monde
et de ne pas être une sorte de filtre, mais bien un écho du monde. Est-ce qu'il n'y a pas quand même là quelque chose qui est aussi ancien que la presse française? Je veux dire, dans une société de cour comme est la nôtre, qu'elle soit monarchique, républicaine ou même impériale, ce qui intéresse la presse et ceux qui la financent, c'est d'une part la presse d'opinion, celle qui permet de se situer dans les luttes politiques, et d'autre part la presse qui rend compte des comportements, des actes des riches et des puissants. Mais l'information, je veux dire le reportage, ce qui consiste à aller y voir et à raconter le monde de manière à le rendre intelligible et éventuellement transformable, ça, il me semble que malheureusement, dans la presse française, c'est le dernier des soucis. Je ne dis pas que ça n'est pas un souci, c'est le dernier des soucis des directeurs de journaux et des rédacteurs en chef. Oui, alors ça ouvre de grandes perspectives. Alors je ne sais pas si je dois commencer par la propriété des journaux, qui induit forcément des conséquences sur le contenu. Quand vous êtes milliardaire, on les nomme ainsi, et que vous contrôlez un média, ce n'est pas pour faire la révolution en général. C'est sans doute pour favoriser d'une manière directe ou indirecte vos affaires. Deuxième niveau de réponse, c'est le reportage qui vous est cher, Philippe Meyer. Aller sur le terrain, ça prend du temps, ça demande de l'argent, la rentabilité n'est pas forcément trouvée. Donc vous avez énormément de journalistes qui sont des indépendants, on les appelle les pigistes, qui prennent sur eux, qui parfois vivent des allocations chômage, parce que Pôle emploi est sans doute le meilleur mécène de la presse française, il faut le dire, et durant leur couverture sociale, vont au-devant du monde, font le tour de France et ramènent des bribes de la société comme ils n'auraient sans doute pas eu l'occasion de le faire dans un journal en tant que salarié. Ils essayent de vendre clé en main un reportage. Ils le vendent parfois, souvent très mal au niveau financier. Et c'est comme ça que la presse continue de vivre son petit bonhomme de chemin. Mais des journaux qui font, par exemple, du reportage, leur clé de voûte, leur ligne éditoriale, il y en a très peu. Il y en a quelques-uns. Zadig, par exemple, est un exemple qui me vient à l'esprit. Zadig est un trimestriel qui marche, comme on dit, qui marche bien. Oui, alors qui marche bien, après il faut raison garder, c'est-à-dire c'est quelques milliers, peut-être un peu plus de 10 000 exemplaires par trimestre, donc ça limite grandement le succès, mais c'est un succès au sens où le journal gagne de l'argent. Oui, on pourrait quand même ajouter que si, y compris les journaux possédés par des milliardaires, s'intéressaient plus activement à l'état de la société, ça pourrait aussi leur être très bénéfique. Je prends un exemple, celui des EHPAD et du livre qui a été publié sur les mauvais traitements dans les EHPAD. C'est dans l'édition, semble-t-il, que se font beaucoup de reportages. Alors, dans le cas du reportage sur les EHPAD, c'est un très grand succès. Il y a d'autres livres sur des sujets de société qui ont un succès moindre, mais un succès quand même. Et donc là, il y a une question qui se pose, parce que entre les réseaux sociaux et les maisons d'édition, on se demande un peu ce que la presse classique peut faire pour augmenter, ou fait pour augmenter, intensifier les reportages. Alors avant de vous répondre, je vais revenir quand même sur le livre de Victor Castanet sur Orpea, du nom de cette multinationale gérant énormément d'EHPAD. Parce qu'il ne faudrait pas faire de l'exception la règle. Je m'explique. Victor Castanet a travaillé pendant plus de 2 ans pour son enquête, qui a exposé un fait de société majeur avec le succès qu'on connaît. Il a vendu plus de 130 000 exemplaires de son livre. Mais ne pas faire de l'exception la règle, c'est-à-dire pour un Victor Castanet qui réussit à mettre à l'agenda la gestion des EHPAD et les excès dans le traitement des personnes âgées en France, combien de journalistes indépendants, car ils sont souvent indépendants, n'ont pas eu le succès escompté, soit parce qu'ils n'ont pas trouvé d'éditeur, soit parce qu'ils se sont heurtés à des murs, car on est dans une société très fermée, très, portée vers la communication, très verrouillée, je trouve. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Et donc, on ne sait pas
combien de Victor Castanet n'ont pas réussi à percer. Et donc, c'est presque un miracle, hein, si vous voulez que je force un peu le trait, que Victor Castanet ait connu ce succès. Mais il faut voir en creux tous ceux qui ne sont pas parvenus parce que le système ne leur a pas permis d'aboutir et de porter à la connaissance du public d'autres faits de société qui auraient mérité d'être portés à leur connaissance. Alors vous venez d'employer une expression mettre à l'agenda, qui est ce que Victor Castanet a fait avec Orpea et avec ses EHPAD, et la manière dont on y traite les pensionnaires. Mais mettre à l'agenda est une chose, faire rester à l'agenda en est une autre, et est-ce que c'est pas un des problèmes ou un des manques de la presse française qui est la capacité à suivre une affaire? Il y a eu pendant plusieurs jours, peut-être sans doute même, je n'ai pas vérifié, mais 2 ou 3 semaines, beaucoup de reprises de ce que Victor Castanet avait mis au jour. Et puis il faut aller chercher dans les colonnes du Canard enchaîné pour, des mois après, savoir que ceux qui ont été mis en cause et qui ont dû sacrifier une ou deux têtes continuent dans bien de leurs maisons à se comporter de la même manière. Quand vous avez fait vos études pour devenir journaliste, qu'est-ce qu'on vous a enseigné là-dessus, si on vous a enseigné quelque chose? D'ailleurs, au fond, nos auditeurs seraient sans doute assez intéressés de savoir qu'est-ce qu'on enseigne dans les écoles de journalisme. C'est une excellente question. Je ne sais pas si je commence à répondre à la première question, c'est-à-dire le manque de suivi. Alors commençons par le manque de suivi. Je suivrai ma question. En l'occurrence, pour les EHPAD, il y a eu un suivi parce que l'histoire était horrible et elle a eu des conséquences financières majeures, si bien qu'il y a eu des changements d'actionnaires et que la Caisse des dépôts et consignations est venue prendre la majorité du capital. Au-delà de Orpea, d'autres sociétés ont été enquêtées et donc il y a pour le coup un suivi. Mais là encore, je pense que c'est un peu l'exception. En temps ordinaire, et ça nous est reproché par le public, et à raison, le système médiatique veut de la chair fraîche, c'est-à-dire veut du neuf, et toujours du neuf. Et le suivi n'est pas opéré autant qu'il le faudrait. On est toujours à l'affût de nouveautés et on ne revient pas autant qu'il le faudrait sur des faits qu'on a soulevés. C'est pour ça d'ailleurs que dans Médiacité, on a inventé une rubrique toute simple, hein, qui est le complément d'enquête, où on revient sur les enquêtes et l'impact qu'on a pu avoir. D'ailleurs, à chaque fin d'année, on publie. Ce sera en janvier 2024 et ce sera en accès libre et ce sera donc disponible autant de temps qu'il le faudra pour essayer de réconcilier le public avec la presse et avec la presse d'investigation et lui montrer, lui prouver, la convaincre que on a un impact, hein, parce qu'il y a une sorte de scepticisme assez généralisé. Alors maintenant, il faut que je retombe sur mes pieds et que je réponde à votre première question qui était « Qu'enseigne-t-on dans les écoles de journalisme ?» Donc, première réponse, je pense qu'on n'est pas obligé de faire une école de journalisme. On ne devrait pas être obligé de faire une école de journalisme quand on prétend embrasser cette profession. C'est l'école de la vie, quelque part. De plus en plus, on le disait tout à l'heure, on passe par un diplôme. Et qu'apprend-on ? Eh bien, on apprend des techniques, on apprend un peu de vernis de culture générale, on n'apprend pas assez la déontologie, je trouve, et c'est assez décevant pour parler crûment, même si j'ai fait mon école il y a plus de 30 ans, ça ne nous arme pas autant qu'il le faudrait pour traiter les sujets que nous allons traiter. Alors, coup de chance, c'est un métier où on apprend, comme le forgeron, on apprend sur le métier et normalement, on est censé bonifier avec le temps et on complète notre lecture du monde, notre connaissance, notre culture générale au fur et à mesure des enquêtes. Mais, je répète, une école de journalisme, dans l'absolu, c'est pas indispensable. Je vais faire bondir beaucoup de gens et je pense que on aurait tout intérêt à trouver le moyen de diversifier et de ne pas uniformiser les profils, comme on l'a dit précédemment. Oui, mais là, il y a un corporatisme qui se forme et qui fait que, évidemment, les écoles ont des agents d'influence, si on peut dire, dans chaque rédaction, et ces agents d'influence, ce sont leurs anciens étudiants. Alors, le phénomène de réseautage existe dans cette profession, comme dans beaucoup de professions. Après, il y a un business. Et vous avez encore des écoles de journalisme qui se créent,
alors que on embauche de moins en moins de journalistes. Et ça, c'est un problème de fond. C'est-à-dire que quand on regarde la courbe du nombre de journalistes titulaires d'une carte de presse, on s'aperçoit que le point haut était en 2009, avec presque 39 000 journalistes encartés en France, donc détenteurs de la carte d'identité des journalistes professionnels. On peut être journaliste sans avoir cette carte, mais la plupart des journalistes ont cette carte. Et depuis, ça ne cesse de baisser. Et ça, c'est un problème majeur, on y reviendra tout à l'heure sans doute. Le modèle économique du secteur est fragile, à tel point qu'on perd des journalistes en France, on perd des journalistes dans une société moderne, occidentale, sophistiquée, complexe, très complexe. On perd des enquêteurs, on perd des vulgarisateurs, on perd des passeurs. Et ça c'est pas sain du tout. Oui, j'ajoute que dans le même temps, les écoles qui forment à la communication, elles, au contraire, recrutent davantage. Et on voit bien cette... je suis entré dans la presse en 1979, donc la terre était humide et molle du déluge, comme dit le poète. J'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai enseigné d'ailleurs dans une école de journalisme, mais je n'ai pas fait d'école de journalisme, comme beaucoup de ceux qui étaient dans le journal L'Express. En l'occurrence, à l'époque, à commencer par Jean-François Revel, qui était son patron, qui lui n'avait fait que l'école normale de la rue d'Ulm et une agrégation de philo, ou Olivier Todd, qui lui avait fait une agrégation d'anglais, enfin, qui ne passe pas pour avoir été un mauvais reporter de terrain. Revel, c'était pas sa spécialité, mais Todd, oui, notamment au moment du Vietnam, où il a ouvert les yeux de pas mal de gens, et a commencé par d'abord les siens propres. Ce poids prépondérant de la communication et la manière dont elle pèse, dont les employés, les techniciens de la communication pèsent sur les journaux et sur les journalistes, me semble-t-il, est un point important, mais je reste un instant sur l'enseignement donné dans les écoles de journalisme. Vous avez parlé d'un enseignement insuffisant sur la déontologie. Moi, je me demande s'il n'y a pas deux enseignements, l'un qui a existé, mais qui me semble avoir perdu beaucoup de son importance, qui est l'enseignement de l'histoire. Je me souviens qu'au CFJ, Philippe Vianney, qui était le fondateur et longtemps le patron du CFJ, avait fait venir Jacques Julliard, et que l'histoire était très présente, et que je pense qu'il n'est pas nécessaire que j'explique l'intérêt de l'enseignement et de la connaissance de l'histoire aux auditeurs du Nouvel Esprit Public. Et l'autre, c'est la littérature. Je me suis toujours reproché de ne pas avoir fait, les quelques fois où on m'a demandé d'intervenir dans les écoles de journalisme, d'avoir proposé une causerie sur l'image du journaliste dans les romans français. Elle est épouvantable. Elle est épouvantable. Que ce soit Balzac, que ce soit Maupassant, que ce soit Zola, que ce soit, enfin, jusqu'à Maurice Druon, le journaliste est à peu près, relève de ce que Balzac écrit. Il faut relire la monographie de la presse parisienne de Balzac, qui commence pas, mais qui comporte la phrase fameuse « Si la presse n'existait pas, il ne faudrait pas l'inventer ». Et dans les Illusions perdues, la formule du baptême du journaliste, qui est au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste. Il me semble qu'il y a malheureusement dans cette littérature une vérité sur la pratique de ce métier qui, dans beaucoup de cas, m'est apparu, et encore aujourd'hui, comme un métier de courtier en notoriété. Et donc, on en attend évidemment un salaire ou une récompense. Est-ce que vous avez entendu parler, enfin, qu'est-ce qu'il en est de l'enseignement de l'histoire et la place du journaliste dans la littérature ? Pendant longtemps, on a considéré que le journalisme n'était pas un vrai métier, ou un métier de saltimbanque, ce qui revenait au même. Les pairs, puisqu'à l'époque les pairs décidaient, refusaient ou résistaient à l'idée que leur progéniture puisse embrasser cette profession, car elle n'était pas sérieuse. C'était un métier jugé de saltimbanque, d'aventurier, et quant à l'écriture, elle était jugée mécanique. Elle était jugée sans aucun style. Et c'est vrai que l'écriture journalistique qu'on nous apprend en école de journalisme est une écriture efficace. Ça ne veut pas dire une belle écriture, ça ne veut pas dire qu'on fait de la littérature. Mais qu'est-ce que diable ça peut être que la littérature efficace ? Joseph Kessel, ça me paraît une littérature assez efficace, et je peux vous citer quantité de journalistes britanniques dont l'écriture me semble d'une efficacité redoutable. Alors, il n'y a plus beaucoup de Joseph Kessel, je le pense, et je le constate.
Donc, sujet, phrase, complément, c'est ce qu'on apprend à l'école de journalisme. Oui, sujet, phrase, compliment, disait quelqu'un. Sujet, phrase, compliment, alors là, ça touche à autre chose. C'est comment on obtient des informations. Et donc là, il y a toute une cour, il y a toute une connivence, il y a toute une proximité dangereuse à avoir avec les puissants pour obtenir des informations. Mais c'est un autre problème. L'histoire est peu enseignée. Elle était enseignée, j'en ai bénéficié. C'était Pierre Milza, à mon époque, qui n'est pas n'importe qui. Elle est sans doute insuffisamment enseignée, mais au-delà de l'histoire, qui a votre attention, je pense que les sciences mériteraient d'être davantage enseignées, car c'est quand même le défi qui est au-devant de nous, c'est le rapport au climat, le rapport à la pollution, le rapport aux sciences, en quelque sorte. Et ça, la plupart des journalistes ont une formation plutôt littéraire, et ça pose un gros problème. Jacques Transo, je vous remercie de cette première partie de conversation. On va se retrouver dans notre prochain entretien pour parler cette fois-ci de médiacité et de la manière dont vous et vos amis essayez de pallier les insuffisances, quelquefois les mauvaises habitudes, et dans des endroits de France où on n'a pas l'habitude que le journalisme soit trop curieux. Merci et donc à notre prochain entretien.